Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter le destin d'un des plus célèbres souverains de l'Égypte antique, Ramsès II. Il était surnommé le pharaon bâtisseur, et c'est lui qui a fait ériger les temples d'Abou Simbel. Ces merveilles ont été miraculeusement préservées lors de la construction du barrage d'Assouan sur le Nil, qui débutait il y a tout juste 60 ans. Sans une campagne internationale menée sous l'égide de l'UNESCO pour sauver les temples et les statues colossales, ces merveilles auraient été englouties sous les eaux d'un gigantesque lac artificiel. Replongez avec moi au cœur de l'Égypte ancienne. C'était il y a 60 ans. Le 7 janvier 1960, Nasser, président de la République égyptienne, posait la première pierre du nouveau barrage d'Assouan. Cet ouvrage spectaculaire a été entrepris avec le concours financier de l'URSS pour 1,5 milliard de dollars. Il a pour but de réguler le cours du Nil, dont les crues annuelles ponctuent pourtant la vie des Égyptiens depuis le début de leur civilisation. « L'Égypte est un don du Nil », disait le voyageur et historien grec Hérodote. Le nouveau barrage doit permettre d'irriguer à volonté des zones agricoles. Mais sa construction va faire disparaître les chefs-d'œuvre archéologiques que sont les temples d'Abou Simbel, édifiés à la demande de Ramsès II. L'annonce de ces travaux a provoqué une intense émotion chez tous les égyptologues. L'avenir économique de l'Égypte du XXe siècle allait-il noyer l'histoire, l'art et le passé de la fascinante ancienne Égypte ? D'un seul élan, la communauté scientifique internationale a refusé ce sacrilège. Non, les admirables et spectaculaires trésors de la vallée de la Nubie, à la frontière égypto-soudanaise et au nord de la deuxième cataracte, ne peuvent être soustraits de la vue des humains sous 8 mètres d'eau. Pour sauver ces merveilles, un prêt est accordé par la Suède à l'Égypte pour permettre de les démonter et de les réinstaller 68 mètres plus haut et dans le même axe du soleil levant voulu par le pharaon Ramsès II, ce qui était essentiel. Une falaise artificielle est édifiée pour recevoir cet ensemble unique au monde. L'égyptologue française Christiane Desroches-Noblecourt, spécialiste de Toutankhamon, va s'impliquer totalement dans le sauvetage de ces trésors datant de plus de 30 siècles. Elle ranimera la passion française pour l'égyptologie, née avec l'expédition de Bonaparte et scientifiquement symbolisée par les travaux décisifs de Champollion. L'opération, avec le soutien de l'UNESCO, est d'une ampleur comparable à la construction des pyramides. Il faut démonter et découper plus de 1000 blocs, chacun pesant entre 20 et 30 tonnes. Un travail pharaonique. Lorsque ces 2 temples et leurs 4 statues gigantesques de Ramsès II assis, de 21 mètres de haut chacune, auront été installés à leur nouvelle place, ils seront en retrait de 200 mètres par rapport à leur ancienne position. Il a fallu 8 ans pour réaliser ce déménagement incroyable et réussi. Les travaux s'achèvent au début de l'année 1968 sans que l'on puisse déceler une trace de démontage. Les temples ont été reconstruits dans un environnement artificiel parfaitement intégré, mais identique au précédent, un exploit. À cause de la mise en eau du lac Nasser qui commençait, un bâtard d'eau, sorte de digue provisoire, fut édifié pour protéger les temples rebâtis. Ils ont été officiellement inaugurés le 22 septembre 1968. Avec un soin extrême, on a conservé à ce site sa grandeur et sa sérénité. Outre l'imposante beauté de cet ensemble unique au monde, gravés dans le grès rose, les temples et statues d'Abou Simbel sont une mémoire de la puissance de Ramsès II. Qui était donc ce roi d'Égypte de la 19e dynastie qui avait régné de 1301 à 1238 avant l'ère chrétienne ? Quand il monte sur le trône à l'âge de 20 ans, Ramsès II est ardent, fougueux, plein d'ambition.
Il hérite d'un empire millénaire qui a été fortement traumatisé par les pertes territoriales désastreuses du règne d'Akhénaton. Les souverains qui ont succédé à Akhénaton ont restauré la puissance militaire de l'Égypte et Ramsès a été, dès son plus jeune âge, associé au pouvoir par son père Séti Ier. Pour Ramsès II, l'ennemi numéro 1 porte un nom, les Hittites. Ce peuple anatolien poursuit son expansion vers le sud, donc l'Égypte, à coups de révoltes organisées, d'infiltrations, de traités non respectés. Bref, il voudrait faire de l'Égypte un vassal et le pharaon ne peut le supporter. Le lieu de l'affrontement entre les deux puissances sera Kadesh, cité syrienne située au niveau de l'actuelle frontière nord du Liban. Kadesh avait été conquise par le père de Ramsès II, Séti Ier. Le roi hittite Muwatalli prépare donc sa revanche et Ramsès II le sait. De chaque côté, on fourbit ses armes. Ramsès II, afin d'être plus près du terrain d'affrontement, quitte la capitale religieuse Thèbes, aujourd'hui Luxor, pour fonder plus au nord une nouvelle capitale sur la frange est du delta du Nil, une cité fortifiée, magnifique, première construction de ce souverain bâtisseur. Il l'appelle Pi-Ramsès. Le roi hittite lui aussi déplace sa capitale plus au sud afin de se rapprocher de Kadesh. Le pharaon prépare une immense armée, bien soudée, de plus de 35 000 hommes. Cette armée s'élance en l'an 5 de son règne à travers le Sinaï en direction de Kadesh. De son côté, le roi hittite a levé ses troupes en Anatolie et en Syrie. 3500 chars, tirés par 2 chevaux avec chacun, 3 guerriers, un cocher, un porte-bouclier et un lancier archer, soit 10 000 hommes plus 9 000 fantassins. Les deux camps disposent de forces équivalentes. Mais les Égyptiens, trop confiants et mal informés, ou plutôt désinformés par des espions à la solde des Hittites, croient ceux-ci à hauteur d'Alep. Or, Alep est plus au nord et ils campent sans méfiance devant les murailles de Kadesh qu'ils veulent reprendre. Or, Muwatalli est tout prêt et fait mouvement pour attaquer les Égyptiens par le flanc. La bataille est terrible. Les chars hittites déboulent sur le camp de Ramsès II, semant la panique chez les Égyptiens. Le pharaon saute sur son char de guerre, mais le mouvement tournant des guerriers hittites coupe Ramsès de ses troupes. Tandis que les ennemis s'affrontent violemment dans le camp du pharaon, Ramsès II, presque seul, abandonné des siens, lance de furieux assauts pour se dégager avec quelques compagnons. Il parvient, à force de tentatives presque désespérées, à briser l'étau qui l'enserrait. C'est à ce moment que la chance va tourner en sa faveur. Les Hittites, au lieu de poursuivre le combat contre les Égyptiens qui ont réussi à leur échapper, sont tellement éblouis par les richesses du camp du pharaon qu'ils préfèrent se livrer à un vaste pillage. C'est alors que les 2 autres bataillons égyptiens, qui devaient rejoindre Ramsès II devant Kadesh, arrivent et vont se jeter sur les Hittites. Ce sont ces troupes fraîches qui vont contraindre Muwatalli à se retrancher dans Kadesh. Mais Ramsès II était trop éprouvé pour tenter un siège difficile car les troupes de Muwatalli ont certes reculé, mais elles sont encore armées et efficaces. Personne n'a perdu, mais personne n'a gagné. Muwatalli garde Kadesh et Ramsès II a sauvé une grande partie de ses troupes. Chacun, rentrant chez lui, veut fêter la victoire. Ramsès II commande un récit de ses exploits. C'est le plus long texte de la littérature égyptienne antique, le poème de Pentahour, un récit entre Homère et la chanson de geste. Seul, perdu au milieu de ses ennemis, il invoque les dieux. C'est le dieu Amon qui répondra à sa prière, lui rendant force et courage pour se libérer et rejoindre ses troupes. Dans tous les temples qu'il fera bâtir pendant les 52 ans de son règne, le souverain ne cessera d'immortaliser sa victoire. Quel communicant! Sa victoire, c'est d'avoir réussi à échapper au désastre et à la captivité, car Kadesh restera aux mains des Hittites. Après la mort de Muwatalli, qui n'avait jamais abandonné ses projets expansionnistes, son successeur offre la paix au pharaon. Ramsès II et Hattusil III signent le premier grand accord international dont le texte nous soit parvenu. Il consacre un condominium égypto-hittite au Moyen-Orient.
13 ans plus tard, l'entente entre Égyptiens et Hittites est si parfaite que Ramsès II va épouser la fille du roi hittite. Un mariage diplomatique qui ne l'empêche pas de préférer à tout autre sa première épouse, la belle Néfertari. Cette union politique, célébrée en l'an 34 du règne de Ramsès II, symbolise une paix qui va lui permettre de se consacrer complètement à son œuvre de monarque bâtisseur. Ramsès II, qui mourut à 87 ans et eut, dit-on, 5 épouses et une centaine d'enfants, couvrit littéralement l'Égypte d'édifices, du delta à la Haute-Nubie, ce que confirme l'égyptologue Christian de la Campagne. Ramsès II éclipsa ses prédécesseurs. C'est lui qui, incontestablement, marqua du plus grand nombre de traces physiques le paysage égyptien. Conçues dans un esprit monumental, exécutées à un rythme effréné, ces constructions peuvent paraître un peu lourdes comparées à celles des dynasties antérieures. Il faut cependant reconnaître à Ramsès II le génie de la pierre et accessoirement celui de la propagande. On ne peut sans doute pas lui attribuer tous les monuments édifiés à son nom, car il n'hésitait pas à s'approprier le travail de ses prédécesseurs en faisant gratter et effacer les cartouches à leur nom pour le remplacer par le sien. Outre le Ramesséum, son temple funéraire de la vallée des rois, on lui doit aussi les fameux colosses à son image pesant plus de 1000 tonnes qui furent transportés sur des radeaux d'Assouan jusqu'à Thèbes. Ou encore la spectaculaire salle hypostyle du temple de Karnak, la ville de Pi-Ramsès, la colonnade et les obélisques du temple de Luxor, dont celui qui se dresse à Paris, place de la Concorde. En granit rose, haut de 23 mètres et pesant 222 tonnes, il a été offert à la France en 1830 par l'Égypte en reconnaissance du travail de Champollion pour la traduction des hiéroglyphes. Mais son œuvre la plus spectaculaire est incontestablement située en Nubie, sur la rive gauche du Nil. Lorsqu'on doit aujourd'hui parcourir en direction du sud les quelques 300 km qui les séparent d'Assouan, il est impossible de ne pas se demander quelle folie des grandeurs a pu pousser un monarque, même absolu, à lancer de tels travaux en un lieu si désolé, si désertique, si éloigné de toute civilisation. Ramsès II cherchait-il, dans la solitude des dunes brûlées par le soleil, une sorte de communion mystique à la manière d'Akhénaton avec l'astre du jour ? Il est plus probable qu'il souhaitait marquer le désert nubien de sa présence en y déposant une parcelle de l'énergie sacrée qui, on le sait, caractérisait la fonction monarchique. En effet, il y fit édifier les 2 temples rupestres, c'est-à-dire taillés à même la roche d'Abou Simbel en Haute-Égypte, à 280 km au sud d'Assouan. Le plus grand est orné de 4 statues qui le représentent. Après une avant-cour et une terrasse, on peut admirer l'immense façade dans la falaise, haute de 30 mètres et large de 35. Chaque année, selon le vœu de Ramsès II et le calcul de ses astronomes, le 22 février et le 22 octobre, les rayons du soleil traversent la sombre chambre du grand temple et illuminent la statue de Ramsès II lui-même. Un phénomène extraordinaire. On pense que cet alignement solaire biannuel du temple, à l'horizon de la rive orientale, commémore la naissance et le couronnement du roi. En d'autres termes, 2 fois par an, c'est Ramsès II qui commande le lever du soleil. Ce grand temple témoigne que le pharaon était déifié de son vivant. À côté, un deuxième temple, plus petit, est dédié à la déesse Hathor, une vache protégeant le roi, et à la reine Néfertari, première épouse et femme préférée du pharaon. Elle est la seule épouse royale à avoir été honorée par la construction d'un temple dédié à sa personne, à côté de celui dédié au pharaon. Sa façade aligne 6 statues géantes, plus modestes que les précédentes, hautes de seulement 10 mètres. 4 représentent le roi, 2 autres la reine, chacun flanqué de princes et de princesses. La tombe de Néfertari est aussi la plus belle de celle de la vallée des reines. Si l'on ne sait pas grand-chose de la vie privée du pharaon qui eut, dit-on, 5 épouses, Néfertari est la seule qui, par la volonté de son mari, survit à travers temples et tombeaux. Preuve, sans doute, d'un très grand amour. Ramsès II,
par une habile propagande, fit graver à Abou Simbel le combat contre les Hittites à Kadesh qu'il prétendait avoir gagné. Pour l'histoire, ce ne pouvait qu'être un triomphe et les silhouettes de profil étaient celles des vaincus. Le symbole l'emporte sur la vérité historique. De nos jours, si vous avez eu la chance de voyager en Égypte, vous savez que lorsqu'on navigue sur le lac Nasser, d'Assouan à Abou Simbel, on peut s'arrêter tout au long du trajet, visiter de petits temples ou de petites sépultures, eux aussi sauvés des eaux par l'UNESCO. Ces haltes sont particulièrement magiques car elles sont très près du lac, au bord d'un désert aride, et vous avez le sentiment qu'ils sont là pour vous seuls. Pour vous rendre à Abou Simbel, généralement, vous prenez l'avion. Sachez que l'aéroport a été construit en même temps que le déménagement des temples, provoquant une inondation d'un autre genre que celle du Nil, ce sont des flots de touristes. Un autre temple a été sauvé des eaux, celui ravissant de la déesse Isis sur l'île de Philae, entre l'ancien barrage et le haut barrage moderne. Depuis des siècles, chaque année, le temple de Philae émergeait à moitié lors des crues du Nil. Cette image de temple demi-englouti était devenue une carte postale fameuse de la Haute-Égypte. À partir de 1972, des travaux de sauvetage ont permis de protéger Philae des inondations grâce à une ceinture de plaques d'acier de 900 mètres de long. Puis, il fut démonté lui aussi et reconstruit sur un autre îlot artificiel à 300 mètres du site original. La campagne d'information « Philae sauvé des eaux » eut elle aussi un retentissement mondial. Et pourtant, ces paysages d'une beauté inoubliable cachent une réalité bien moins reluisante. La construction du haut barrage d'Assouan par 34 000 Égyptiens sous la direction de 300 ingénieurs et techniciens soviétiques devait éviter à l'Égypte ces crues millénaires et assurer le développement du pays. Le 13 mai 1964, à 10h45, le colonel Nasser, Nikita Khrouchtchev ainsi que les présidents Aref de l'Irak et Salal du Yémen appuient sur le bouton permettant la mise en eau. Mais, ainsi que l'avaient prévu et annoncé plusieurs spécialistes du climat, cette immense masse d'eau a également profondément modifié l'écosystème, aussi bien celui de la Haute-Égypte que celui de la Basse-Égypte. L'eau, douce et bienfaisante du Nil, protégeait les temples de la vallée jusqu'au Caire. Le cours du Nil, qui a été dévié par un canal d'1,6 km, et l'absence de crues ont provoqué une remontée de la salinité qui a commencé à ronger les murs et les colonnes de nombreux temples, jalonnant la vallée du Nil d'Assouan à Luxor et de Luxor au delta, entraînant des travaux très importants pour les restaurer et les protéger, un comble. De même, l'agriculture égyptienne a souffert alors que le but était d'assurer une meilleure irrigation, mais les crues avaient leur avantage. Quand l'eau se retirait, elle laissait un limon fertile, bénédiction de l'Égypte. Plus de crues, plus de limon, il a fallu fertiliser le sol aride de la Nouvelle-Égypte avec des engrais chimiques. La belle image du haut barrage d'Assouan a son revers, comme presque toutes les initiatives humaines. Si cette plongée au cœur de l'Égypte ancienne vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes, il a été réalisé par Sébastien Guidis. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.